conférence qui a été acceptée pour être présentée de ma part a pour titre « Terminologie, dénomination, nomenclature et langage technoscientifique au XXIe siècle. Enjeux endogènes d'innovation et d'inventivité en Afrique ». Le plan, il y a l'introduction, le contexte, il y a contexte, méthodologie, problématique et prédictivité d'issue. 2. Référentiel terminologique ciblé pour des corpus et cursus africains endogènes. 3. Langage technoscientifique du XXIe siècle et enjeux africains d'innovation et d'inventivité endogène. Et le tout, ça finit avec une conclusion. L'introduction commence avec une sorte de mise sur orbite, en orbite, du sens de la pertinence et de la portée des termes et concepts qui configurent les thèmes du colloque qui nous réunit et qui en même temps configurent celui de la conférence que je prononce et qui dérive de ce grand thème-là. Le deuxième volet de l'introduction consiste à prendre en compte le contexte local du développement en pays butins néocoloniaux dont nous sommes des citoyens face ou contre des pays patrimoines souverains et dominateurs dont le bonheur est en opposition de phase avec notre idéal de développement. Si on ne tient pas compte de ce concept qui va être l'application de tout ce que nous faisons, on risque de passer à côté. Le petit 1. Les verbes appelés, nommer, dénommer, désigner, etc. induisent l'acte social de communication à la fois verbale, gestuelle et graphique. Cet acte de communication sociétale, c'est le langage articulé dont la spécification codifiée se produit en langue différenciée. L'archéologue que je suis, préhistorien de surcroît, parle en termes de langage articulé. Parce que le langage humain est articulé, les autres espèces animales ont des langages, mais non articulés. C'est la spécificité du langage articulé, humain. La désignation conceptuelle de la langue dans l'espace géoculturel européen par le recours à l'organe anatomique désigné par le terme latin lingua et celui anglais tongue, voire langue en français. L'espace géoculturel africain endogène de la baie du Bénin, qui va du sud-ouest du Nigeria au sud-ouest du Ghana, oppose l'expérience de conceptualisation socio-linguistique variable en référentiel 1. Suffixe au suffixe B dans les langues et parlers de l'ère culturelle Adjatado et Evé, avec des illustrations comme Adjagbe, Ebegbe, Fongbe, etc., etc. En préfixe aidé dans ceux de l'ère culturelle de Yoruba et à l'ajout de la consonne finale M, donna Yorum pour aider Yoruba, Faransem pour langue française, Sermam pour langue Zarma, etc., etc., pour, en ce qui concerne la langue batonou du groupe Gour. Derrière le langage articulé se déroule une longue histoire imbriquée avec celle de l'humanité par le processus de son émergence au sein de l'animalité, du stade des primates supérieurs et de son évolution technoculturelle dérivative. Kizerbo et autres de la Hête pour l'histoire de l'humanité, Kizerbo pour l'histoire générale de l'Afrique, Tobias et autres pour l'histoire de l'Afrique, etc., etc. La réflexion commence donc avec l'aventure de la paléanthropologie inclusive de la paléontologie et de la préhistoire
par le processus d'hominisation en phase successive. Figure 1, ça va suivre là. 1. Phase primitive des australopithèques, premier bipède et Homo habilis successeur entre la période de 4 milliards d'années à 4 millions d'années à 6. Voilà le tableau qui est là de l'anthropogénèse qui va de Toumaï, qui va de Toumaï, voilà le crâne qui va de Toumaï jusqu'à Homo sapiens sapiens que nous sommes aujourd'hui sur une période de 9 millions d'années. C'est l'Afrique qui a été le théâtre continu de ce processus homogénétique. Avec Homo erectus, comme si on retourne, vous allez le voir, qui a été la première espèce qui a envahi l'ensemble de la planète Terre à partir de 1 600 000 habitants jusqu'à 400 000 ans aujourd'hui, et suivi d'Homo sapiens ancien vers 400 000 ans et d'Homo sapiens sapiens moderne à partir de 100 000 ans jusqu'à nos jours. Donc nous sommes des Homo sapiens sapiens. Le critère paléontologique de caractérisation de cette hominisation est la cérébralisation ou développement du cerveau auquel est associé le langage humain articulé grâce à l'interaction entre ce cerveau et le système glossopharyngien concernant à la fois la langue et le larynx comme organes humains, buccaux et vocaux. Illustration. Au stade de 8 millions d'années, voilà ce que le crâne représente. D'en haut de la gauche jusqu'à la phase finale aujourd'hui que nous avons là. L'évolution de la cavité endocrânienne avec le volume du cerveau qui l'accompagne. C'est au fur et à mesure du développement expansif du cerveau, dû à son fonctionnement en relation avec les bras, libérés de la suspension et de la marche, et habitué dans l'appréhension, dans la gesticulation, qu'il y a un développement corrélatif et expansif du cerveau et sa complexification pour mettre une neuronisation qui nous permet de pouvoir parler, de pouvoir faire ceci, de pouvoir faire cela. Ici, nous avons l'organe, cet organe, le cerveau. Nous en avons la face latérale qui est là, dans ce sens, ici. Et nous avons la face inférieure qui est là. Alors, quel est son contenu? La cérébralisation ou encéphalisation commençait avec une capacité endocrânienne de 450 cm3, référentiel de seuil d'hominisation par déclic cérébral et cognitif chez les australopithèques que nous avons vu un peu bancalisés là, vers 4 millions d'années, et est passé par 800 cm3 à 1200 cm3 au stade de la bipédie parfaite des Homo erectus qui ont envahi toute la planète, avant d'atteindre 1500 cm3 au stade cérébral de la conscience réfléchie et réflexive, créant la réactivité, la proactivité et la rétroactivité cognitive. Donc, à partir de ce moment donné, on parle de sapientisation. Par un tel développement cérébral, sont mises en place dans les deux hémisphères droit et gauche du cerveau les deux aires dites de Broca et de Wernicke et une aire d'association, d'interaction entre ces deux aires. Donc, si on retourne au cerveau, on verra l'aire de Broca. C'est le savant qui a identifié cette aire-là dans l'hémisphère gauche. Et un autre, Wernicke, qui a identifié le second lobe de neuronisation vocalisée cérébrale.
Entre les deux, dans le cerveau, au niveau du cervelet, il y a l'aire d'association. C'est dans ce sens que le langage articulé a pu être mis en place dans la vie des primates supérieurs, devenus des primates debout et aujourd'hui des humains. C'est un développement imbriqué du cerveau et du langage humain qui a abouti au langage technoscientifique du XXIe siècle d'aujourd'hui. L'étude cible alors 3 grands défis continentaux majeurs interdépendants à relever en interaction synergique. 1. La mise à terme urgente et efficiente du carcan étouffant des langues coloniales européennes pérennisées dans l'éducation-formation, la recherche et la vie communicationnelle continentale. 2. L'adoption de politiques adéquates de promotion des langues africaines endogènes pour leur remplacement avec en adéquation avec l'agenda 2063 de l'Union africaine en perspective locale, régionale à court terme, puis continentale à moyen terme. 3. Une vision d'élaboration, application adaptative, d'une part, de corpus de terminologie, dénomination et nomenclature dans le moulage du langage technoscientifique du XXIe siècle. D'autre part, de cursus imprégné d'un esprit émulatif d'innovation et d'inventivité endogène. Pour atteindre de tels résultats, il faut commencer à sortir de l'aliénation mentale néocoloniale en élaborant des corpus africains de termes, paradigmes, concepts et sémantiques endogènes afin d'éviter le périlleux grand saut de linguicide, c'est-à-dire extermination de langues. Déjà énoncé, si les langues africaines en seront à être là, sans devenir des leviers d'éducation de base, de formation universitaire, de recherche technoscientifique et de communication officielle interne au pays continental et du continent avec le reste du monde. 2. On a évoqué très souvent des référentiels terminologiques, parce que c'est de ça qu'il est question. L'élaboration et l'application, et l'intitulé, c'est pour ça qu'on parle de référentiels terminologiques ciblés. Nous allons cibler quelque part. Pour des corpus et cursus africains endogènes, qui doivent être notre lettre de mission dans les universités. Nous devons, nos institutions, nous-mêmes les chercheurs, nous devons avoir des missions à accomplir. C'est l'élaboration de corpus et de cursus avec des idiomes, des concepts, des notions endogènes. Pour qu'il en soit ainsi, il faut que donc nous puissions contribuer à l'élaboration de ces référentiels terminologiques, ce qui permet de nous demander, de nous interroger sur le sens, de pertinence et de portée à l'initiative du présent colloque sur le thème « Recherche, action en terminologie et alphabétisation pour le développement inclusif et durable en Afrique ». Autrement dit, le thème du colloque articule des notions, des termes. Est-ce que cet agencement, les notions choisies ont de sens, ont de pertinence, ont de portée? Est-ce que l'agencement dont il est fait, ça a de sens, de pertinence et de portée pour notre présent et pour notre devenir? Si on prend un concept qui peut être, je peux qualifier de bancal par anticipation, comme le développement, où on met tout, on est là depuis 40 ans, 50 ans, on en parle, ça ne bouge pas. Si c'est sur ça, on va continuer de rester en estropié. Est-ce qu'on peut courir? On se pose la question. Chaque mot pèse dans cette formulation thématique, à commencer par l'épithète durable, dont une association antérieure avec le concept de développement dans le libellé
du 8e colloque de l'Université d'Abomey-Calabi en septembre 2003 a été interpellé sereinement dans la conférence plénière d'ouverture que j'ai eu l'honneur de prononcer. Un an plus tard, le colloque linguistique programmé en septembre 2024 sur la terminologie et l'alphabétisation établit un lien silencieux avec la même panacée du développement durable complété du supplétif inclusif. Pourtant, c'est dit, répété et reconnu de par le monde, dont l'Afrique, que cette panacée développementaliste est un mirage de l'idéologie productiviste, du mode de production capitaliste en maillage expansif depuis le XVIe siècle. Il continua jusqu'au milieu des années 70 où le désenchantement a commencé, en empirant jusqu'au stade humanicide actuel. L'humanité à la phase de sa mort, si on y prend garde. Éthique, morale, turpitude, et avant que le biologique ne suive des dégénérescences. Ce débat a refait surface au colloque d'hommage posthume au professeur académicien Olabi Yahi, ancien président du conseil exécutif du l'UNESCO, en décembre 2022 à Porto-Novo, École de Valence, dont les actes sont en imprimerie. Il est toutefois à constater et saluer l'ouverture du thème du colloque d'aujourd'hui à l'optique épistémologique d'interdisciplinarité prévalant au sein de la communauté scientifique mondiale depuis plus de 40 ans à travers l'UNESCO. Les publications sont là. Parmi les mots-clés du dit thème, celui de terminologie sert d'ancrage à la présente conférence intitulée « Terminologie, dénomination, nomenclature et langage technoscientifique au XXIe siècle, enjeux endogènes d'innovation et d'inventivité en Afrique ». En effet, ce mot-clé de terminologie est inclusive de plusieurs autres spécifiques, tels que termes, paradigmes, concepts, sémantique, langage. Il permet aussi de faire comprendre l'intitulé de la réflexion avec un apport complémentaire des trois mots innovation, invention et Afrique, référencés à la complexité existentielle très engageante du XXIe siècle. Lorsque la réflexion sur la terminologie, la typologie et la nomenclature en préhistoire africaine a commencé, la quête et la collecte documentaire pour l'établissement des référentiels terminologiques reposaient sur la consultation physique de publications et autres études coiffées par des encyclopédies et les dictionnaires de culture générale et de spécialité. Leur liste étant inépuisable et leur énumération, même sélective, raisonnablement inenvisageable à titre indicatif, on peut mentionner, ce matin qu'on a déjà évoqué, les dictionnaires comme Robert, le dictionnaire de géographie, dictionnaire de différentes disciplines, là, etc. C'est ça qui est allié là, en français comme en anglais. Il se complète. Nous avons aussi des assises conventionnelles de sociétés savantes ou de grands congrès scientifiques au cours desquels sont adoptés, validés ou parfois réajustés ou invalidés des concepts, des notions qu'on a déjà antérieurement retenues, jusqu'à l'établissement des correspondances entre ces concepts et autres qu'on a désigné par le terme de nomenclature. L'archéologie et la préhistoire se sont alignés sur les fondements épistémologiques et normes méthodologiques des sciences naguère naturalistes devenues aujourd'hui sciences de la terre et de la vie pour établir leur terminologie, typologie et nomenclature, tout en les imprégnant de la vision et de l'éthique des sciences humaines et sociales. Il en découle que l'archéologie inclusive de la préhistoire ou archéologie préhistorique soit perçue, acceptée et présentée avec un relent de truisme implicite ou non conscient comme étant à la fois
science la plus humaine des sciences exactes et la plus exacte des sciences humaines. Parmi les sciences de la terre et de la vie, dont les fondements épistémologiques et normes méthodologiques ont inspiré la configuration de l'archéologie moderne au cours de la seconde moitié du XXe siècle, se laissent évoquer la géologie et la paléontologie en interférence indissociable. L'illustration en est fournie avec les titres contenus des ouvrages suivants. C'est quand vous prenez les fondements géologiques de la préhistoire, géologie, préhistoire, etc., etc. On ne finirait pas. Histoire des hommes et des climats, c'est des imbrications. On en a. Bon. Lorsqu'on prend le cas de la géologie par discipline, à ces assises de sociétés savantes ou de grands congrès, des termes qui étaient diffus ou bien en usage informel, comme on l'a dit ce matin, bénéficient d'assises savantes pour en débattre et les adopter. C'est dans ce sens que, pour ce qui concerne ce tableau géologique, vous avez 4 colonnes. Colonnes relatives à la série, au système, à l'air plutôt ici, au système là, et à la série ici, et les datations. Voilà comment est-ce que les terminologies, et voilà comment est-ce que les concepts, les notions, les terminologies de ceci se dessinent. Et nous en avons là depuis 2 500 000 ans jusqu'à nos jours. Ça, c'est en géologie. Science sur laquelle s'assoit l'archéologie. Ici, nous avons la paléontologie. Et là, c'est là que la question de la nomenclature est claire. Vous voyez, c'est une évolution en sorte de palmier de boom. Vous avez depuis le départ comme ça et un embranchement qui va dans ce sens jusqu'à arriver là. L'homme australopithèque un peu courbé là. Et en cours de route, un autre embranchement. Et puis des embranchements se font. C'est comme ça qu'il y a eu la diversification animale jusqu'à l'émergence des primates supérieurs dont l'homme est devenu la branche royale et dont nous nous enorgueillissons parfois avec un peu trop d'excès. Ici, nous avons la comparaison entre un chimpanzé et un homme. Un homme vertical. Homo sapiens sapiens, héritier d'Homo erectus qui est déjà vertical. Vous voyez l'homme ici, son crâne, voilà, avec la position de la colonne vertébrale au niveau du cou et de l'arête. Et vous voyez le gorille, il n'y a pas de verticalité. L'angle d'ouverture n'est pas le même. Ici, c'est un angle de 90 degrés. Là, c'est un angle oblique d'à peine 40-45 degrés. Et la colonne vertébrale est structurée en fonction de ça. Et vous voyez comment est-ce que par rapport au reste du corps, la cavité endocrânienne est volumineuse et ici, elle est réduite. Et c'est pour cela que le cerveau devient un miracle naturel pour nous amener là où nous sommes. Après avoir fait ce tour d'horizon, nous en arrivons au débat, et c'est la dernière partie, de langage technoscientifique du XXIe siècle et enjeux africains d'innovation et d'inventivité. J'ai déjà fait 30 minutes. Il ne faut pas nous pénaliser, modérateurs, en fonction pour rattraper votre retard. Le contrat qui nous lie nous a donné une durée de présentation et c'est pour cela que j'ai meublé la communication. Bon, vous serez un peu indulgents, je vais accélérer. Merci. On s'est compris, hein? Chacun a des droits de deux côtés. Merci. Alors, des dernières années du XXe siècle aux premières de ce XXIe siècle s'est opéré le tournant du basculement dans la toile numérique qui n'a pas attendu que le dernier cas finisse avant de prendre le devant pour supplanter en rapidité, quantité et efficience la pratique de très longue durée de consultation, de collecte et d'utilisation de la documentation en support physique.
Ce premier quart de siècle, arrivé à son terme, est marqué par une efficience exponentielle de la production documentaire numérique impulsée et stimulée par le génie logiciel autoprogrammable dénommé intelligence artificielle, laquelle est autant disséminée que captable d'activation en tout lieu et de débordement de toute mesure d'utilité, de prévisibilité et de prédictibilité. Ainsi donc, dès à présent et du futur immédiat lointain, par les leviers de mégabases de données dans les sites web, dont Google et Wikipédia, les différents termes spécialisés de dénomination, typologie, nomenclature, passés en revue plus haut, devront leur survie à leur aptitude d'adaptabilité de la nouvelle situation. C'est un défi. Si nous ne nous adaptons pas, nous périssons. Les termes de création récentes, ainsi que ceux en cours à venir, entreront tous sans limitation, sauf celles choisies, dans les références terminologiques à prendre en compte dans les corpus et langages et usages sociaux. Alors, la question préalable et incontournable est: en quelle langue penser les sciences, dont dérivent les deux questions indissociables? Il en découle, d'accord, pour la thématique générale du colloque. Il en découle pour la thématique générale du colloque et celle spécifique de la réflexion menée ici, la triple préoccupation suivante. Pourquoi et comment faire de l'inclusion plurilingue dans nos espaces superposés et continentale pour penser les sciences, impulser, stimuler l'esprit d'innovation et d'inventivité? Comment restaurer et encourager le multilinguisme inclusif tel que légué dans ces espaces qui sont les nôtres? Comment éviter l'exclusion des Africains dans la recherche, application et autres? Face à de telles questions de compétitivité déjà engagées, les expériences d'enfermement francophone, anglophone, lusophone sont devenues des barricades étouffantes pour l'éducation scolaire et la formation endogène bénéfique. Mais les puissances coloniales ont intérêt à maintenir ça. Leurs structures nationales ou régionales dans le commerce sont devenues des legs néocoloniaux à délaisser, en commençant des usages des systèmes graphiques et alphabétiques déjà uniformisés des langues culture. L'attentisme endogène doit donc cesser pour permettre que ces langues culture deviennent des leviers d'éducation scolaire, de formation universelle, de recherche fondamentale, etc., etc. Et surtout, d'élaboration de concepts et de classification et de nomenclature des choses. Et de participer en particulier au débat épistémologique de validation des nouveaux concepts avec le reste du monde. Pendant que nous avons nos problèmes de langue ici à régler, nous devons en même temps participer au débat mondial de validation conceptuelle et terminologique. Vous voyez que notre tâche est doublement énorme. Voilà. Donc, il y a là l'évidence de risque, ce matin c'est évoqué, que nos langues finissent par disparaître et avec nous, et avec elles, tous nos programmes d'alphabétisation qui ne font que l'accompagnement. Alors, pour avancer et pouvoir libérer le temps, ici, nous allons prendre quelques exemples. La réflexion, donc, en Afrique, doit être endogénisée à travers des domaines tels que le climat, les ressources minérales, la biodiversité, les patrimoines génétiques, les ressources et forces énergétiques, bien entendu, ce que sont inclus les écosystèmes spécifiques d'éducation, formation de santé physique et mentale, de production, usage de biens et de valeurs. Alors, c'est là que nous allons évoquer quelques exemples.
pour avancer et terminer et que le modérateur puisse être libéré de la contrainte avec moi. Lorsque nous prenons des termes en vogue aujourd'hui, sur n'importe quel réseau social, vous entendez influenceur. Mais à chaque fois que j'entends ça, je tremble. La spécificité de l'espèce Homo sapiens sapiens, c'est sa rationalité cognitive et de problématisation qui n'est pas abdicable. Un homme qui cède sa conscience de décision, de liberté, de foi, pour s'en remettre à la décision d'un quidam ou d'un gourou qui va se proclamer influenceur, est un homme fossilisé. C'est une dimension de nous, si on s'en dépouille, le gorille est plus fort que nous, il va nous terrasser. Mais à cause de cette valeur ajoutée que nous avons et qu'on ne cède pas à quelqu'un, et que maintenant, avec les nouveaux systèmes-là, on cède ça. Les jeunes sont là, ils attendent que l'influenceur leur dise que c'est ça, c'est ça. Il y a des gens qui sont fiers même d'être des influenceurs. Ça pose un problème pour des universitaires, des grands universitaires comme nous. Nous devons réfléchir à fond. C'est une abdication inacceptable de notre humanité. Aujourd'hui, avec toutes les catastrophes que les intérêts égoïstes du capitalisme néolibéral a infligées à notre vie, il y a le problème d'anthropocène. Qu'est-ce que ça veut dire? L'ère géologique où l'homme est la force majeure. Ce qui veut dire que la crise environnementale, la destruction des ressources minières, dont notre milieu, dont notre vie terrestre est victime, est confiée à une sorte de force diffuse, et on ne sait pas divine, en disculpant les personnes physiques, les entreprises, les dirigeants politiques de décision, les entrepreneurs qui financent la destruction de la terre. Ceux-là, ils s'enlèvent et ils disent que c'est l'espèce humaine qui est responsable. Vous là, pauvres comme moi et vous là, en quoi on est responsable du pillage qui se fait en RDC, qui se font partout, sinon que ça nous appauvrit. Et ceux-là, ils sont responsables de la péjoration climatique, ils veulent s'en débarrasser et ils inventent un concept fumeux là, d'anthropocène sur lequel les débats sont mêlés même dans la chose. Je donne des exemples comme ça. Il y a d'autres exemples qui sont dans le texte. Il vaut mieux qu'on s'en arrête là pour ne pas aller donc. En insistant sur le fait qu'à l'âge du numérique, l'analphabétisme dont on parle là est ridicule par rapport à la rupture numérique qui nous attend dans les années à venir. Ou vous-même, professeur du CAMES, même si on s'érige professeur titulaire, on essaie titulaire de quoi? Nous sommes des professeurs. Une chaire, c'est comme un trône sur lequel on vous installe. Nous avons des chaires sur lesquelles on nous installe pour dire professeur titulaire. Quand on dit professeur titulaire, c'est titulaire de chaire. Il a un complément d'objet direct. Vous allez à Cambridge, il y a des chaires, des professeurs, titres de professeur avec chaire. Vous allez à Oxford, et puis de suite, c'est comme ça. Bon, bref, nous avons du retard. Voilà, ces fameux anthropocènes dont j'ai parlé là, on aura le temps d'en parler. Et je suis en train de finir, vous pouvez être rassurés. Donc, j'aurais cité bien d'autres cas. Pour participer au rattrapage du temps, je laisse tomber et j'avance. Vous voyez, j'avance. Et avec 10 minutes, j'aurai fini. Bon. Nous sommes alors aujourd'hui à l'âge de l'intelligence artificielle forte, l'IAG, qui génère à partir de questions, de dialogue, des textes énormes. À l'insu de l'homme, dans l'indépendance vis-à-vis de l'homme, contre la volonté de l'homme.
Donc cet outil-là, son contrôle nous échappe. Et le contrôle partiel qu'en font les inventeurs nous échappe. Donc nous sommes des délaissés. Nous sommes des délaissés. Nous ne pouvons pas contrôler la force là qui est inventée. Ceux qui contrôlent une partie de la force, ils nous mettent derrière, on ne contrôle rien. On est là à suivre comme des moutons là. Malgré tous nos titres, même parmi des physiciens, des professeurs, des quoi parmi nous là. C'est ça le problème, le drame. C'est cruel, pour ne pas dire mortifère. Conclusion. La réflexion est ainsi arrivée à son terme, mais en restant ouverte pour contribuer à stimuler ceux qui y sont déjà engagés et y sont avancés, à aguerrir ceux qui commencent à s'y engager, en adressant aux uns et aux autres une invite à des options et orientations constructives qui n'excluent pas d'être déconstructivistes en même temps. Tous ensemble, en partage du message d'encouragement suivant. Pour ceux qui insistent et persistent dans les débats, qu'ils comprennent que différents genres épistémologiques existent et que la science va cependant continuer à trouver certaines approches plus utiles sur le long terme, non pas parce qu'elles sont nécessairement avérées, mais parce qu'elles fonctionnent mieux. C'est une épistémologue états-unienne qui a sorti cette belle phrase-là, qui médite là. Alors moi, en tant qu'archéologue préhistorien, adossé sur la géologie, adossé sur la paléontologie pour pouvoir réfléchir, trouver des paradigmes, trouver des concepts, les élaborer et les humaniser. Parce que nous, quand nous les prenons, nous les humanisons. C'est notre tâche, ça. Qu'est-ce que cette citation nous apporte? C'est une conclusion à 3 états, bien entendu, la leçon qu'on en tire. Cette citation constitue un ancrage épistémologique à mettre en relation avec la sagesse humaniste recommandant de suivre l'exemple de la vie qui ne cesse jamais d'enseigner, en s'inspirant pour ne jamais arrêter d'apprendre. Puisque la vie ne cesse jamais d'enseigner, nous ne devons pas nous donner le culot de cesser d'apprendre. L'invite faite en citation et la sagesse humaniste accompagnatrice sont mises ensemble pour accompagner la réflexion en observance requise de l'exigence gnoséologique et heuristique cardinale qui est de toujours discerner, décrypter et différencier le naturel, l'accidentel et l'intentionnel. Dans tous les domaines de la science, il faut toujours décrypter et discerner ce qui est intentionnel, ce qui est accidentel de ce qui est naturel. Alors, sinon, on risque de verser, ou si on ne verse pas, on va éviter difficilement des distorsions cognitives qui, sur le plan épistémologique, sont des contrefaçons, des falsifications scientifiques. Merci de votre bienveillante attention. Bon, alors donc, pour le professeur Bagodo qui a parlé donc d'esprit scientifique diffusé dans la société, comme je l'ai dit, on ne peut pas diffuser l'esprit scientifique à un peuple qui est illettré, qui est analphabète, qui est ignorant. Donc, des études, j'ai participé à une étude, le multilinguisme et la science, où des chercheurs de différentes disciplines se sont inquiétés du fait que c'est l'anglais qui domine. Or, ils disent que les peuples ne sont inventifs que dans leur langue. Les Grecs ont été dans leur langue, les Hébreux, tous les peuples, les Égyptiens dans leur propre langue. Alors, on ne peut pas, avec cette allure-là, voir se développer la science avec l'anglais dominant, l'anglais qu'on appelle l'anglais d'aéroport, c'est-à-dire l'anglais appauvri, ce qu'ils appellent globish, l'anglais qui n'est pas du tout lié à la civilisation des pays dits anglophones, c'est Amérique ou Grande-Bretagne notamment. Donc ils ont dit non, il faudrait absolument retourner à la base. On ne peut être scientifique qu'en puisant dans ses racines.
Donc, c'est un problème que j'ai posé au nouveau secrétaire général du CAMES. On avait déjà commencé le débat avec le secrétaire général qui est décédé. J'ai écrit parce que j'étais vraiment un peu... Comment faire pour que la recherche africaine soit moins marginale et moins dépendante. Hein, le CAMES est considéré comme un machin, un petit enclos de la France. Comment faire pour que nous échappions à cette étiquette-là? Hein, déjà, les pays anglophones d'Afrique sont beaucoup moins fustigés. Mais nous, qu'est-ce que nous ferons? Donc, c'est au vu de cela qu'il m'a invité. On a fait pour moi 3 ateliers depuis 2021. Et tout récemment, on a participé à ce colloque, à cette journée de Yamoussoukro, où j'ai participé donc à un panel sciences ouvertes, sciences et société. Donc, et à l'issue de cela, nous avons, il m'a mis dans un jury, parce qu'on a improvisé un jury pour apprécier les meilleures communications. Et nous sommes mis ensemble, et apparemment, nous avons eu un cahier de charges. Quand on va retourner avant les prochaines journées scientifiques du CAMES, essayer de voir comment faire pour que ce que nous avons préconisé puisse être matérialisé dans le système éducatif formel de nos pays. Moi, j'ai commencé à prendre des contacts au Togo, au Nigeria, c'est le pays qui nous entoure. Le président de notre jury est un Congolais, le vice-président du CCG, vice-recteur de l'université Ngouabi. Et je dis, on va rester en contact, essayer de faire quelque chose de façon concrète. Mais déjà, essayer d'aller voir les voisins pour voir comment marche leur système éducatif ou ne marche pas. Donc voilà à peu près ce que je pourrais dire. Mais pour ne pas oublier la question que je voulais poser au professeur Bagodo, oui, on ne peut pas dire est-ce que nos langues peuvent porter la science. Bon, j'ai déjà répondu en disant qu'on n'est inventif que dans sa propre langue, dans ses réalités. Il y a des réalités que nous sommes les seuls à pouvoir exprimer. Merci. Le réel, où nous avons une raison ou une façon particulière de découper le réel qui échappe aux autres. Merci beaucoup, cher professeur. Merci beaucoup. Nous avons... Moi, je veux dire un mot du professeur Gbeto. Avec lui, on avait eu des débats sur le proto-Gbé. Oui. Alors, un terme que je prends avec des pincettes, parce que influencé certainement par le proto-indo-européen, qui suppose qu'il y a une langue originelle, la langue du bon Dieu, et qui a eu des branches, les racines, ensuite le tronc. Le micro, s'il vous plaît, cher professeur. Donc on doit se méfier beaucoup de cette appellation proto quelque chose. On ne sait pas. Les langues ont été toujours très diversifiées. Même dès le départ, on ne sait pas. Il n'y a pas eu une langue du bon Dieu qui s'est éparpillée. Ça, c'est un peu le mythe. On revient à la réalité. Merci. Ici, déjà, par rapport à la communication du professeur, j'espère que je dis bien Vagodo. Déjà, il y a une expression une notion qui m'a beaucoup marqué. L'analphabétisme à l'heure de la future fracture numérique, c'est ridicule. Oui, je pense que vraiment, on doit peut-être parler d'analphabétisme actuellement, puisqu'il y a un problème plus sérieux qui vient devant. Et ça montre combien est-ce que le thème est d'actualité, que chacun doit se battre à son niveau pour que ce problème-là soit réglé en Afrique. J'ai fait une petite analyse de... ce que j'ai compris plutôt de la communication. Je dis communication, je perds l'expression juste, du professeur, c'est que l'intelligence humaine s'est accrue lorsque l'homme a commencé à faire davantage usage de ses membres. Et à l'époque actuelle, nous sommes à un stade où l'homme fait de moins en moins d'activités physiques, où ses mains sont moins habiles, avec le fait que ça a des conséquences sur l'espérance de vie. Je crains encore, après avoir entendu cet exposé, que l'homme soit en train de devenir moins intelligent.
si je m'en tiens à ce que j'ai appris aujourd'hui. Donc là, c'est une interpellation aussi à nous pour qu'on se mette à bouger davantage. Je n'ai pas grand-chose à dire. Et je crois que pour ce qui concerne Naro, qui m'a interpellé sur l'état de la situation qui a été au cœur de ma présentation. Et à savoir, moi, en tant qu'archéologue, est-ce que les travaux que j'ai eu à faire ont abouti à des résultats concrets, etc. Et sa préoccupation est légitime et c'est ma préoccupation aussi. Mais pour aller dans ce sens, je suis au stade d'une réflexion méthodologique. Et la formulation de la conférence est claire là-dessus. Nous sommes dans un monde où nous pratiquons la science, que nos langues maternelles ou nos langues autochtones ou nos langues endogènes qui sont dans l'état qu'on connaît aient la chance d'accéder au statut de langue de véhicule du savoir en devenant d'abord des langues d'enseignement, j'ai prononcé ça plus de 8 fois, des langues de formation, c'est à ce niveau. Sinon, au stade de traduction français, on aligne les choses comme la CCT avait aidé à le faire dans certains cas. C'est plus un enrichissement de la langue française qu'un développement des langues africaines. Ah oui, il faut qu'on soit clair là-dessus. La France y met de l'argent, c'est parce que c'est un enrichissement pour son espace linguistique. Et ça ne développe pas, notre espace linguistique. Ici, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est d'abord au niveau des gouvernants qui n'y croient pas du tout. Contrairement à ce que le cœur a dit, la semaine dernière, ici, on nous a dit qu'à un moment donné où Bouillonville était ministre, pour le choix de langue là, nationale, c'était un pas en avant par rapport à ce que vous évoquez là. Quand il a fait un tournée, il est revenu. L'ambassade de France l'a appelé pour dire cette affaire d'introduction des langues béninoises là, dans le système formel là, qu'est-ce que c'est? Il a été interpellé fortement. Donc, nous ne sommes plus à ce stade de naïveté où nous croirons que la France va sauver nos langues et autres là. Elle va asservir nos langues. Elle va, comme nous, les peuples, nous sommes asservis au bénéfice du français. Et nos langues vont fonctionner pour enrichir et élargir le français. C'est de bon droit, c'est son intérêt ça. Maintenant, nous, nos langues là, allons-nous continuer de les laisser dans cet état d'instruments potentiels, inopérants? Mais elles vont mourir. Si elles meurent, c'est une partie de l'humanité qui disparaît à travers elles. Et si on ne les développe pas, quelle sera notre contribution au développement de la science moderne aujourd'hui? Parce que ce n'est pas le canal de nos langues là, introduit dans l'enseignement, dans la formation, dans la recherche. Comme on utilise le français, il faut que nos langues accèdent à ce statut-là. C'est ça qui va faire notre développement. D'autres voies, c'est des voies d'avortement déguisées, etc., etc. Bien. C'est pour cela que moi, je parle d'esprit d'inventivité. Quelles sont les conditions qu'il faut, parmi lesquelles c'est le statut de nos langues africaines, dans la formation formelle, dans la recherche institutionnalisée, dans la diplomatie communicationnelle entre les États, entre tout le monde et tout le monde.
l'analphabétisme numérique dont j'ai parlé et qu'a repris Kouassi, mais c'est une réalité. Ça participe de cette situation. C'est plus qu'un malaise, c'est un péril. Nos langues sont à une étape de péril. Il faut SOS de sauvetage. C'est clair et c'est net. Bien, je crois que je suis désolé de ne pas pouvoir assouvir sa soif. Je le comprends. Et je suis archéologue préhistorien. Nous, la discipline, je vous ai dit, on est adossé sur les géologues, les sciences naturelles et autres. Là. Nous fonctionnons sur des nomenclatures, nous fonctionnons sur des fonctions, des terminologies qu'on nomenclaturise. Il faut que nos langues accèdent à cette capacité de production, de concepts, de théorie, pour être aux côtés de nous. Donc, multilinguisme, ce ne serait valable que si nos langues et le français sont comme ça. Merci. Merci beaucoup, cher professeur. Merci, chers collègues. Un banc pour...